La Kabylie sera indépendante en 2025. Ces mots ont été prononcés par Ferhat Meheni en janvier 2024. Leader du mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, il raffermit la revendication indépendantiste historique d'une partie des Kabyles. Mais derrière les grandes déclarations, l'indépendance de la Kabylie est-elle vraiment envisageable? Pour comprendre les enjeux actuels, revenons sur l'histoire de la Kabylie. Avant toute chose, de quoi parlons-nous quand nous parlons de Kabylie? Un peuple? Une région? Est-ce la même chose de parler de berbère ou de kabyle? La Kabylie est une région de culture berbère située au cœur des montagnes du nord de l'Algérie. Les berbères ou amazighs, dits les hommes libres, sont les plus anciens habitants de l'Afrique du Nord. Les Kabyles sont l'une des ethnies qui composent le peuple berbère. Ce peuple est réparti dans 9 pays différents. Son histoire a fait d'elle un pôle de résistance aux conquérants successifs. Après plusieurs décennies de résistance, les tribus berbères cèdent face aux armées du califat omeyyade en 710. Le Maghreb devient l'une des provinces du califat de Damas. L'islamisation s'accélère dans la région. Mais l'injustice du système fiscal et la traite des esclaves deviennent insupportables. En 740, les tribus berbères se révoltent. Les convertis non arabes ont un statut social inférieur et deviennent clients d'une tribu. Même s'ils échappent à l'impôt foncier, ils restent soumis à la jizya, l'impôt personnel. Après la mort d'Hicham, les révoltes reprennent, ce qui profite aux berbères, proches du mouvement kharidjite, qui vont commencer à se constituer en différents émirats, soit indépendants, soit semi-autonomes du califat. Du Maroc à la Libye, elles infligent de nombreuses défaites aux troupes du califat sunnite et parviennent à reprendre le contrôle d'une grande partie de l'Afrique du Nord. S'ensuivent des siècles de résistance face aux Abbassides, Fatimides, Ottomans et également face aux Espagnols. Mais aussi des siècles d'un rayonnement culturel majeur. Notons par exemple la fondation, en 1067, de la ville de Béjaïa. Surnommée la perle de l'Afrique, elle rivalise avec Cordoue comme centre culturel et scientifique de premier plan. Fibonacci vient ainsi y étudier, et à travers elle se diffusent l'algèbre et les chiffres arabes en Europe. On pouvait y apprendre al-fiqh, qui est la jurisprudence islamique, l'astronomie, la philosophie, les mathématiques, mais aussi la faune et la flore, et toutes sortes de sciences dispensées alors dans cette ancienne capitale du savoir. Faisons désormais un bond dans le temps. Au XIXe siècle, suite à l'arrivée des Français, cette résistance prend une dimension nouvelle. Cette extension territoriale a été partout le fruit de conquêtes militaires particulièrement violentes. Car là où la France a tenté de planter son drapeau, elle a dû faire face à une résistance acharnée. Bugeaud, monarchiste exalté, a fait le choix d'une guerre sans merci. Ses troupes ont l'ordre de tout détruire sur leur passage. Pillage, viol, destruction. Le pays est bientôt à feu et à sang. Une conquête sanglante qui aura fait plusieurs centaines de milliers de victimes du côté algérien. Le ministre de la guerre de l'époque, qui s'appelait Girard, il faut se résigner à refouler au loin, à exterminer même la population indigène. Le ravage, l'incendie, la ruine de l'agriculture sont peut-être les seuls moyens d'établir solidement notre domination. Savary, duc de Rovigo, apportez des têtes, bouchez les conduites d'eau avec la tête du premier bédouin que vous rencontrerez, au nom bien sûr de la civilisation. À partir de 1831, les tribus kabyles combattent sur tous les fronts, d'Alger jusqu'à Constantine. Mais en 1833, Béjaïa tombe aux mains des Français. C'est en 1857 que la domination française se concrétise. Date clé dans l'histoire de la Kabylie, la bataille d'Icheriden voit en effet les troupes françaises l'emporter. Mais l'administration française craint toujours la résistance kabyle. Pour la réduire à néant, elle mène une politique de destruction de son identité par l'arabisation. Via ses bureaux arabes, elle arabise ainsi les noms de famille et les lieux. Tout au long de la colonisation, les Kabyles sont au premier plan de la résistance. En 1926, parmi les émigrés qui fondent l'étoile nord-africaine, 5 sur 8 des premiers dirigeants sont originaires de Kabylie. La région est touchée de plein fouet par les événements du 8 mai 45. Voici quelques très rares images d'archives de la répression des manifestations dans le Constantinois, diffusées aujourd'hui par la télévision algérienne. Les émeutes font une centaine de victimes parmi les Français, mais la répression sera d'une brutalité extrême, 15 à 20 000 morts algériens. L'insurrection, partie de Sétif, s'étend à Kherrata et Guelma. Les abords de Kherrata sont bombardés par la marine française. Mais dès 1949, les tensions entre Kabyles et Arabes se font de nouveau sentir. Au sein du principal mouvement nationaliste algérien, le PPA-MTLD, éclate la crise berbériste. Des militants kabyles s'opposent à la tête du parti et sa ligne dite arabo-islamique. Certains sont éliminés, d'autres, sous la menace de l'exclusion, se rallient à l'orientation dominante. Ces oulémas sont les premiers à faire naître dans le pays un sentiment patriotique, grâce à leur réseau d'écoles coraniques et de mosquées, où ils vont diffuser un slogan particulièrement efficace. L'islam est notre religion, l'arabe est notre langue.
L'Algérie est notre patrie. Et ces tensions vont s'aggraver lorsque l'Algérie obtiendra son indépendance. Les combattants de l'intérieur, eux, ont été liquidés par les opérations jumelles, pierres précieuses, etc. Donc ceux qui vont prendre le pouvoir, ce sont les politiques de l'extérieur, qui appartiennent tous au courant arabo-musulman. Sachant très bien que leur pays est profondément divisé, vont créer une idéologie arabo-musulmane avec l'affirmation Algérie, pays arabo-musulman. La berbérité n'existe pas. La colonisation a créé le fait berbère pour régner. Or, les combattants de l'intérieur étaient essentiellement des berbères, des kabyles, des chaouis. Les wilayas 3 et 4, à savoir la Kabylie et l'Algérois, s'opposent au bureau politique du FLN rassemblé autour d'Amen Ben Beya et le commandement des armées ouaribou-médiennes. Fin août 62, des affrontements éclatent dans l'Algérois et aux frontières de la Kabylie, faisant officiellement 1000 morts. Ben Beya prend le pouvoir, mais ses relations avec la Wilaya 3 restent tendues. L'année suivante, en 1963, le Front des forces socialistes, emmené par Ossid Ait Ahmed et Yaha Abdel Hafid, met en cause l'autorité du parti unique. Jusqu'en 1965, l'ANP mène dans la région une répression qui fait plus de 400 morts. Compagnon de captivité de Ben Bella, Ait Ahmed qui annonça il y a moins de 2 semaines la guerre totale. Les troupes de Boumediene ont été harcelées sans répit par les nôtres. Maintenant, il vous appartient à vous, à nous tous, de continuer la résistance. Il leur est impossible de tenir plus d'un mois. Le colonel Boumediene, ce que je peux dire de lui, c'est un petit intellectuel venant de la mosquée du Caire. Il a fait sa révolution au Maroc et à Tunis. Il rentre avec le canon, les canons, les divisions que le peuple qui a lutté ici a gagné pour casser avec les mêmes canons le reste de la population qui a libéré le pays. Je le jure devant Dieu et ses hommes que nous déposerons ces armes et cette tenue de combat que par l'installation des principes démocratiques et justes. Vous êtes soutenu par la population. La population est derrière la démocratie. Ils aspirent à la liberté et à la démocratie. Et le pharaonisme ici. Il n'y a pas de pharaon chez nous, il n'y a pas de Ramsès II, il n'y a pas de Gamal Abdel Nasser chez nous. Ici, il y a le peuple. Est-ce que vous croyez que vous pourrez tenir militairement? Si l'armée française, dans son ensemble, la 4e puissance mondiale, a fini par rebrousser le chemin, ce n'est pas les 4 morpions de Ben Bella qui vont tenir ces montagnes. Mais la politique répressive du gouvernement algérien ne vient pas à bout des revendications kabyles. En avril 1980, à la suite de l'interdiction d'une conférence de l'écrivain Mouloud Mameri sur la poésie kabyle ancienne, émeutes et grèves éclatent à Tizi Ouzou. La Kabylie et les universités algériennes connaissent plusieurs mois de manifestations. Elles réclament l'officialisation de la langue berbère. C'est le printemps berbère. Nous, les Kabyles, nous sommes un peuple, on a des frontières régionales, linguistiques, culturelles et ethniques. C'est-à-dire nous sommes différents par rapport aux autres régions sur tous les plans. C'est-à-dire on mérite d'avoir un État pour sauvegarder notre culture et notre langue. Parce que la Kabylie a été toujours marginalisée politiquement et socialement et économiquement. C'est-à-dire cette autonomie elle est imposée de fait par le pouvoir. Accompagné en 89 de la création d'un nouveau parti, le Rassemblement pour la culture et la démocratie, le réveil culturel s'intensifie en réaction au durcissement de l'arabisation que connaît l'Algérie dans les années 90. En 94-95, l'année scolaire fait l'objet d'un boycott appelé Grève du cartable. En 1998, la région s'embrase à nouveau après l'assassinat du chanteur Lounès Matoub suite à l'adoption d'une loi durcissant l'arabisation du pays. En avril 2001, un lycéen est tué dans une gendarmerie. Des émeutes éclatent alors. Elles seront réprimées dans le sang par les autorités. C'est le printemps noir. On décomptera 123 morts et 2000 blessés, dont certains mutilés à vie. Rare témoignage des émeutes sanglantes qui enflamment l'Algérie depuis 10 jours. Des images dont les autorités algériennes empêchent la diffusion. Les manifestants, en majorité des jeunes, attaquent à coups de pierre les forces de l'ordre. Celles-ci ripostent au gaz lacrymogène et à balles réelles. Face à la répression, des régions kabylophones restées jusque-là éloignées du mouvement identitaire le rejoignent. Le gouvernement est contraint de négocier. En 2002, le tamazight est reconnu en tant que langue nationale. 2001 marque toutefois un tournant dans la contestation kabyle. En juin 2001, Ferhat Meheni et d'autres militants fondent le Mouvement pour l'autonomie de la Kabylie, ou MAK. En 2013, il devient Mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie et lutte pour l'organisation d'un référendum d'autodétermination aboutissant à l'indépendance de la Kabylie. Et la traque politique des soutiens à l'indépendance est terrible. En 2004, le fils de Ferhat Meheni est assassiné boulevard de Clichy à Paris. En 2020, alors qu'il se réfugie à Paris, Ferhat est lui-même victime d'une agression dans le 20e. Les deux affaires ont été classées par la justice française. Mais cette traque est également politique. En 2021, suite au tournant autoritaire du gouvernement Tebboune, le MAK est qualifié d'organisation terroriste par l'Algérie. Et ainsi, avec l'aide de Dieu, bâtir une Algérie nouvelle.
Mais le ton change avec la pandémie de Covid-19. Les rassemblements sont interdits et des dizaines d'opposants et de journalistes sont arrêtés ou poursuivis. L'armée continue d'être vue par Abdelmajid Tebboune comme l'épine dorsale de l'État. En janvier 2024, 24 militants, dont Meheni, se voient condamnés par le tribunal criminel d'Alger à des peines allant de 15 ans de prison ferme à la perpétuité. Et le 20 avril, Meheni proclamait donc l'indépendance de la Kabylie. Devant le siège de l'ONU, à New York, à 18h57 en référence à la bataille d'Icheriden. Pour conclure, rappelons qu'en 2024, ce sont plus de 500 prisonniers kabyles qui sont détenus dans les geôles algériennes pour motifs politiques. Cette répression rappelle amèrement que pour certains en Kabylie, la lutte pour la liberté est loin d'être terminée. Les décennies passées sous le joug d'un régime algérien centralisé n'ont fait que renforcer le sentiment d'injustice et d'inachevé dans la quête d'émancipation kabyle. Nous sommes un peuple qui mérite et qui a le droit de siéger parmi d'autres peuples au sein de l'Organisation des Nations Unies. Tant qu'il s'agit du droit, de la raison, du droit d'existence d'un peuple, personne ne peut nous dénier le droit d'être ce que nous sommes. Et à ce titre, nous détacher de l'Algérie est non seulement souhaitable, mais un devoir moral et politique pour nous. Merci de votre attention, abonnez-vous pour plus de vidéos sur l'histoire de l'Afrique.